Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bienvenue dans ce magazine d'information qui est consacré à la Journée mondiale de l'enfance. UNICEF Sénégal, à l'instar des autres partenaires, célèbre ce 20 novembre 2017 cette journée qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Au sommaire de votre magazine, dans le Bawol, les abus et violences faits aux enfants hantent le sommeil des populations. Nous ferons le tronçon Bambey-Diourbel en compagnie de nos correspondants Papa Sayer Mbaye et Bekay Ndiaye. La Maison de la Gare pense les plaies des enfants en situation de vulnérabilité. Nous irons à Saint-Louis retrouver Moussa Diagne qui nous fera découvrir cette demeure où 567 enfants ont été reçus en 10 ans d'existence. J'ai 11 ans, je suis élève, je suis enceinte. C'est la triste réalité au sud du Sénégal. Zoom sur les grossesses en milieu scolaire à Bignona. Bokar Kandé s'y est rendu afin de trouver des éléments de réponse. Nous sommes très heureux de partager ce plateau avec notre invité, M. Yves-Olivier Kassoka. Il est spécialiste protection de l'enfance à l'UNICEF. M. Kassoka, merci d'avoir dit oui à notre invitation. Bienvenue dans ce magazine. Merci Nina, je vous remercie pour cette invitation. Merci, nous allons décrypter ensemble. Vous allez commenter les reportages qui seront diffusés au cours de ce magazine d'information. Au niveau mondial, l'UNICEF a proposé un cadre général de la célébration de cette journée autour du concept « Les enfants s'installent dans les médias ». Et pourquoi ce concept des enfants qui s'installent dans les médias? Oui, le concept, c'est pour répondre à une disposition de la Convention relative aux droits de l'enfant, le droit à la participation, le droit à donner son opinion pour les enfants. Et les médias sont un vecteur essentiel pour réaliser cette participation. Et derrière tout ça, c'est de faire en sorte que les enfants eux-mêmes parlent de leur vécu, de comment ils voient leur situation, et comment ils vont interpeller ceux-là qui ont la responsabilité de la mise en œuvre de cette convention, parce qu'ils l'ont ratifiée, notamment les différents États. On parle du Sénégal, les enfants du Sénégal doivent pouvoir dire qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils le voient et comment ils interpellent les différentes autorités. Et la presse est un médium essentiel pour permettre à ce qu'ils rendent compte de leur vécu, mais aussi ils expriment en termes de demande, en termes d'interpellation, ce que les différentes autorités doivent pouvoir faire. Les parents aussi, et même ceux qui ont la charge d'encadrer ces enfants-là. Je parle des enseignants à différents niveaux. Parfait. On va enchaîner avec ce reportage. Je vous disais tantôt dans le sommaire qu'à Diourbel, nous allons retrouver notre correspondant Papa Sayer Mbaye. La Fédération du Bawol, en partenariat avec des structures telles que l'Action éducative en milieu ouvert, lutte par tous les moyens contre les abus et les violences faites aux enfants. À cet effet, plusieurs actions et stratégies sont mises en place. On va aller retrouver Papa Sayer Mbaye qui a fait le tronçon Diourbel-Bambey pour nous. J'ai vu que la violence se manifeste même à l'école et les enfants sont vulnérables. Beaucoup d'enfants subissent des abus ou autres actes de violence. La cause, leurs droits sont souvent méconnus ou ignorés par les auteurs de ces actes malsains. Pour parler de la protection des enfants, il faut d'abord connaître c'est quoi la protection des enfants. Pour pouvoir respecter les droits des enfants, il faut d'abord savoir c'est quoi les droits des enfants. Dans la région de Diourbel, la Fédération du Bawol, qui est le bras technique de l'ONG Child Fund, a mis en place plusieurs stratégies pour protéger les enfants contre les abus et les violences. Il faut d'abord connaître c'est quoi la protection des enfants. Notre personnel, en tant que relais, d'abord, doit avoir cette information, doit avoir ces connaissances. Après le personnel, il y a tous les acteurs qui travaillent avec et pour les enfants. Après la formation, on organise les communautés. C'est ce qu'on appelle les mécanismes communautaires de protection des enfants. Non, il faut communiquer avec d'abord les enfants, discuter avec eux, mais aussi que les gens puissent respecter toutes les dispositions et conventions qui sont votées pour cet enfant-là. Nous sommes à Bambey, plus précisément au CM Djerifal. Ici, la Fédération du Bawol, en collaboration avec les responsables de l'établissement scolaire, a fini d'installer un comité de protection des enfants. Le comité a été mis en place suite à une formation.
Donc, au sortir de la formation, on a partagé l'information dans toutes les classes et ça a fait une tache d'huile. Les enfants ont changé de comportement. La protection des enfants contre les violences ou abus doit être, selon ces mêmes enfants, le combat de tout un chacun. Et le tout doit commencer par la sensibilisation et la formation. Ça doit commencer à partir de l'élève. C'est à l'école qu'on doit éduquer les enfants, les sensibiliser. L'action éducative en milieu ouvert AMO, également partenaire de la Fédération du Baol, est aussi au service des enfants. Bon, nous sommes là pour des actions de protection, de rééducation et de réinsertion. On note beaucoup de cas d'abus sexuels, qui passent à l'audience et nous sommes obligés de faire un accompagnement psychosocial pour ces enfants parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est une violence qui inhibe l'enfant, qui freine ses performances, qui le freine à vie. Selon le responsable régional de l'AMO de Diourbel, plusieurs facteurs sont à l'origine de la recrudescence des abus ou violences exercées sur les enfants. C'est souvent des humiliations que les enfants subissent à longueur de journée. Mais en dehors de ces abus sexuels, souvent on oublie les formes d'exploitation auxquelles les enfants sont confrontés. La solution, c'est de laisser davantage les enfants à l'école. Protéger les enfants contre les abus et les violences est une obligation pour tous et nous devons faire un combat quotidien. Des actions comme ça, quand on parle de la région de Diourbel, c'est une région particulière. Nous savons que la religion y occupe une place très importante. Et ces violences et ces abus que subissent les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette localité parce qu'elle est particulière? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ce qu'on peut dire en réalité, parce que c'est une localité où il y a beaucoup de mobilité en termes de familles qui bougent, qui vont vers Touba ou certains parents qui quittent même leur localité pour aller à l'extérieur. Et trop souvent, le cadre de surveillance et de protection de l'enfant est affecté. Donc, ce qui fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et c'est pourquoi des structures comme l'AMO, autour des cadres de protection qui sont mis en place, le comité départemental de protection de l'enfant, développe aussi bien des actions de prévention, des actions de prise en charge quand l'enfant est victime. Mais il faut dire qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de la communauté pour que les parents eux-mêmes soient responsables et puissent mettre en place des mécanismes endogènes de surveillance et de protection. Et une autre dimension, c'est de faire en sorte que les enfants eux-mêmes puissent précocement identifier les risques et savoir quelle est la conduite à tenir pour éviter de tomber dans des situations où ils sont victimes d'abus, de violence. Ces enfants tombent dans une situation de violence. Comment on peut interpréter ça? On va aller voir rapidement. Tantôt, nous parlions de grossesse en milieu scolaire. Bignona, qui connaît et qui recense des chiffres effarants qui dépassent l'entendement. Comment se fait-il que des élèves, et presque 200 élèves, se retrouvent dans une situation où elles sont en grossesse et elles sont à l'école? Et Bokar Kandé fait un zoom sur ce phénomène. On va aller à Bignona regarder le reportage qui nous est proposé. On revient sur ce plateau. Les grossesses non désirées, le phénomène inquiète même les élèves. Ils n'atteignent même pas leur âge. Ils tombent en grossesse, en plein milieu scolaire. Lycée Aounsane de Bignona. Ces grossesses apparaissent très souvent, c'est vers le mois de décembre. Et souvent, il y a des filles que, quand vous les interpellez, d'abord, elles refusent. C'est après enquête qu'elles vous disent que nous sommes à 3 mois. Mais quand, une fois de retour, vous vous rendez compte qu'elles sont à 5, 6 mois, 7 mois, là, on demande une suspension des cours. Les grossesses chez les élèves, une véritable problématique. Certains n'en veulent même pas en parler. En tout cas, pas question pour eux de donner des chiffres. Pour de représailles, les Bignonois ne digèrent pas l'information selon laquelle leur localité enregistre l'un des taux de grossesse les plus élevés du pays. Une triste réalité pourtant, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant ces 5 dernières années, on a vu que chaque année presque, on avoisine la centaine, on la dépasse. Et je vous assure que ça, ce sont les cas connus, les statistiques connues. Mais il y a d'autres cas qui ne sont pas signalés. Ces chiffres qu'on a là ne concernent pas le secondaire. Mais si vous jetiez un coup d'œil
si on devait faire le global avec le moyen secondaire dans ce département-là, ce serait autre chose. À Bignona, vous verrez qu'il y a beaucoup de cas de grossesse en milieu scolaire. Il y en a beaucoup. Hein. Pourquoi je dis milieu scolaire? Parce que aussi, dès que l'enfant fréquente l'école, dès que c'est une élève, lorsqu'elle contracte une grossesse, on la considère comme une grossesse en milieu scolaire. Les grossesses non désirées chez les filles élèves, phénomène qui reste toujours préoccupant. C'est dans toutes les régions du sud du Sénégal. Une enquête du GEP, Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, révèle qu'entre 2011 et 2014, 1971 cas de grossesse ont été enregistrés dans les écoles sénégalaises. 19% de ces cas identifiés dans la région de Ziguinchor, 20% à Sédhiou, Kolda 9%, Thiès totalise 6% du nombre total. Et les élèves maintenant ne veulent pas marcher pour aller à l'école. Donc facilement, elles cherchent un jakartaman qui peut les amener tous les matins à l'école. Et vous voyez la suite. Ce qu'on voit encore, quand nos filles quittent au mois de juin pour aller à Dakar ou bien en Gambie, pour travailler, revenir, pour financer leurs études, mais on voit très souvent qu'elles reviennent avec des grossesses non désirées. 32% des filles qui tombent enceintes abandonnent l'école, constate le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Les responsables des bureaux genre des inspections de l'éducation multiplient les sensibilisations, mais leurs efforts semblent être anéantis par plusieurs réalités du monde moderne qui conduisent vers la perte des valeurs. M. Kasuka, on est touché quand on entend dire que nos enfants qui ont un certain âge, qui sont encore adolescents ou enfants, se retrouvent dans des situations de grossesse à l'école. C'est choquant, on a froid dans le dos. Oui, c'est une situation alarmante, il faut le dire. Ce n'est pas seulement Bignona, on va voir Sédhiou et d'autres localités où cette situation elle est quasi similaire. Maintenant, il faut, je pense, avoir une analyse très froide et identifier les causes, notamment qui sont les auteurs de ces grossesses précoces-là, et avoir un travail aussi bien en termes d'information, de sensibilisation, de préparation de ces filles-là, mais aussi il faudrait que la loi soit appliquée dans sa fermeté, dans sa rigueur, parce qu'une étude récente a montré que dans ces localités-là, on a tendance à penser que ce sont les adultes ou les enseignants qui sont la plupart des auteurs. Mais l'étude a montré que ce sont les élèves eux-mêmes pour plus de 20-25%. Donc ce qui signifie qu'il y a un travail à faire au sein de l'école pour que, en termes de contenu, d'information, en termes de préparation, que les enfants eux-mêmes puissent comprendre quels sont les risques et comment ils peuvent gérer leur sexualité, je veux dire. On va parler d'éducation, mais dans un autre cadre, de l'éducation inclusive. Que faisons-nous de nos enfants nés avec un handicap, qu'ils soient sourds, malentendants, non-voyants ou encore muets? Doivent-ils aller à l'école? Gustave Emmanuel Faye, notre correspondant dans la capitale du rail, dit oui avec un cas concret. Nous allons à la découverte de cette école qui ouvre ses portes aux enfants sourds, muets, aveugles. Élément. Enclavé au CES enfants sourds avec un effectif de 58 élèves, peine à occuper les premiers rangs. En outre, les enseignants spécialisés ne sont pas pris en compte par l'administration sénégalaise et la majeure partie des parents sont démunis. L'école a beaucoup de problèmes. L'école, le premier problème que l'école a d'abord, c'est le problème de transport. Pour les élèves, ils ont des difficultés à venir ici. Oui, l'école est très éloignée. La plupart des élèves n'habitent pas ici, dans ce quartier. Ils quittent loin pour venir ici. C'est très difficile, le déplacement des élèves. Cependant, l'État du Sénégal leur octroie une subvention annuelle depuis 5 ans. Seulement, elle reste insuffisante. Depuis 5 ans. On a commandé 2012, 6 et maintenant, chaque année, on donne subvention
Subvention. Oui. Mais c'est pas tout. Écoute, il a beaucoup de passé. Nous avons payé les IPS. Nous avons payé les sécurité sociale. Nous avons payé les droits. Nous avons payé les SNA. Beaucoup. Mais heureusement, nous sommes partis. Nous sommes procédés. Après, ça marche. Oui, dès que l'État leur donne des subventions, mais la subvention n'arrive pas à satisfaire tous leurs besoins. Ils ont encore besoin beaucoup plus d'aide. Cet établissement scolaire soutenu par les parents, les enseignants spécialisés et l'ONG allemande depuis 1998 offre aux surmillés l'accès au savoir jusqu'à l'obtention de certificats d'études primaires. À la fin de notre visite, ils ont remercié la délégation, les partenaires en langage signé. Monsieur Kasoka, on parlait de réalité socio-culturelle, mais le message qu'on devrait délivrer, ou à quoi vous pensez si vous aviez un parent en face de vous qui a un enfant comme ça et qui le garde à la maison? Qu'est-ce que vous lui aurez dit? Oui, ce qu'il y a à dire, c'est de faire comprendre que c'est un enfant qui a certes un handicap. Et par rapport à chaque handicap, il y a des politiques, des mesures, des dispositions qui permettent d'atténuer cet handicap ou de le rendre inopérant. Maintenant, est-ce qu'au niveau des politiques d'éducation, les structures sont prêtes en termes physiques ou que les contenus de formation aussi sont prêts? Et à la sortie de ces enfants-là, en termes de formation, est-ce que du point de vue de l'insertion professionnelle, nos entreprises, nos institutions sont prêtes à absorber ces enfants qui sont en situation de handicap, qui ont été formés, qui ont des diplômes? Je pense que si on arrive à le faire et à montrer par l'exemple qu'ils peuvent aller à l'école, réussir et être insérés du point de vue professionnel, on va pouvoir utiliser ces éléments pour informer et sensibiliser les parents à ne plus cacher ces enfants qui deviennent pour eux une sorte de honte, une sorte de mauvais sort qui a été jeté contre ces enfants-là. Je pense qu'on va arriver à créer ce déclic. Mais malheureusement, nos politiques éducatives, mais aussi les politiques de l'emploi, même si théoriquement on parle de cette éducation inclusive, on parle du droit au travail pour les personnes en situation de handicap avec la loi d'orientation, mais concrètement, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a des gaps énormes qui font que à la fin de leurs études, il n'y a pas de possibilité d'insertion professionnelle. À Kolda, une région frontalière qui enregistre beaucoup de mouvements de personnes et souvent des mouvements d'enfants qui quittent les pays voisins, direction le Sénégal ou même des localités de cette région. Bokar Kandé, que dire sur la mobilité des enfants? Reportage. Des enfants qui ne vont pas à l'école, ils mangent pour survivre. Errent dans la rue à longueur de journée, une image très fréquente à voir dans les villes sénégalaises. Au niveau des marchés, au niveau des gares portières, mais également au niveau des quais de pêche. Ces enfants doivent rejoindre leur famille. Madiou se rappelle du long chemin parcouru quand il quitta pour la première fois la Guinée-Bissau, son pays natal, pour venir à Dakar. Il est difficile aujourd'hui de transiter à Salikenyé avec un groupe d'enfants ou à Djaladjan ou bien à Wassadou où vous avez un dispositif transfrontalier de protection des enfants qui sont très alertes et qui impliquent aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs communautaires. Mais jusqu'à présent, les gens utilisent d'autres subterfuges. Ils contournent des villages ou bien ils voyagent par petits groupes en se donnant rendez-vous à certains points où la vigilance n'est pas tellement de rigueur. La Guinée-Bissau, un pays pourvoyeur d'enfants mendiants, retirés des rues de Dakar, ils sont rendus à leurs familles respectives. Les maîtres coraniques passaient des jours sans rien nous apprendre. Ils devaient avoir honte de ne pas éduquer les enfants qu'on leur confie. Un enfant doit souffrir pour avoir le savoir. Comme les autres, moi aussi, j'ai étudié au Sénégal. Les pays frontaliers du Sénégal envoient, ou du moins les enfants quittent ces pays pour venir au Sénégal. À quelle fin? Oui, vous qui êtes spécialiste, vous avez des chiffres, vous avez des raisons?
Oui, à quelle fin? Je vais peut-être dire aller au-delà pour ne pas stigmatiser les pays voisins. Il faut reconnaître qu'aussi plus de 50% de ces enfants-là viennent de l'intérieur du Sénégal, notamment de ces villages, de ces régions de Kolda et Sédhiou. Parce qu'en réalité, l'une des raisons, c'est que dans ces localités, il y a une absence de services sociaux de base. La présence de l'État, elle est certes théorique, mais les enfants qui veulent aller à l'école ou qui veulent profiter de ces services n'en ont pas les possibilités. Maintenant, pour les pays voisins, il faut dire qu'il y a au Sénégal une offre d'aumône en termes pécuniaires qui fait que la rue, elle est faiseuse de riches. Parce qu'en réalité, tous ces enfants qui viennent, soi-disant, pour apprendre le Coran, se retrouvent dans la rue. Et c'est tout un réseau d'exploitation des enfants qui ne dit pas son nom. Et ces enfants sont envoyés dans la rue pour chercher de l'argent au profit d'un soi-disant maître coranique qui va de ville en ville, selon que dans telle ville, il y a une offre d'aumône en termes pécuniaires qui est importante. On connaît la trajectoire de ces enfants-là. Donc quand ils quittent les régions frontalières de Kolda, c'est en transit à Kolda, à Ziguinchor, ensuite Kaolack, Thiès, pour se retrouver à Dakar, et certains se retrouvent même à Saint-Louis, avec des maîtres coraniques véreux qui les utilisent. Justement, en parlant de Saint-Louis, la Maison de la Gare, ce n'est pas un hôtel 4 étoiles pour vous et moi, monsieur Yves-Olivier Kassoka, mais c'en est un pour tous les enfants en situation de vulnérabilité habitant dans la capitale du Nord, à Saint-Louis, ou qui sont arrivés dans cette région. On va découvrir ce qui se passe dans cette maison avec notre guide et correspondant Moussa Diagne. Élément. Nous sommes à la Maison de la Gare, une structure qui œuvre dans le domaine de la protection des enfants en situation de vulnérabilité. Cette structure, créée depuis 2007, a pour cible les talibés mendiants et enfants en difficulté, notamment ceux qui sont en rupture familiale, etc. Très connue dans ce secteur, la Maison de la Gare offre cette frange de la population très vulnérable une assistance dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, la sécurité, les loisirs, etc. On offre aux enfants en situation de vulnérabilité une palette de services. Comme vous avez pu le voir, il y a une salle informatique, une bibliothèque, des soins, l'hygiène. Il y a le dortoir d'urgence où on recueille les enfants de la rue. Il y a aussi des jours où les enfants pratiquent le karaté ou d'autres formes de sport, en tout cas comme le judo, etc., avec l'aide de certains volontaires. À la Maison de la Gare, les talibés et autres enfants de la rue bénéficient d'un traitement spécial qui leur permet de devenir adultes et d'être des citoyens qui prêcheront par l'exemple dans notre pays sur tous les plans et à tous les niveaux. Dans tous les cas, au niveau de la Maison de la Gare, nous faisons de notre mieux pour assurer aux enfants en situation de vulnérable l'éducation, puisque nous avons des classes ici. Les enfants qui sont en situation de déperdition scolaire ou les talibés qui veulent s'initier à l'école française ont la possibilité de poursuivre des cours. Au niveau de la santé, l'infirmerie fonctionne. Et non seulement l'infirmerie est à la disposition des enfants en situation, mais tout l'environnement bénéficie de l'offre de santé au niveau de la Maison de la Gare. Très satisfait du travail remarquable effectué par les responsables de la Maison de la Gare de Saint-Louis, les talibés ont vivement salué ce geste d'encadrement et d'assistance sociale de haute portée humanitaire. Comme bu ñuy sangu dañuy jënd ay saabu ay madar ak yu bari daal comme bu ñuy fóot dañ leen di jox saabu ñuy fóot bu ñuy sangu yu noonu ak ay madar bu amee gom comme kii noonu day dem faju ak yooyu noonu di leen defal leen tamit ay kii nu mu tuddati bibliothèque comme informatique yooyu yëpp. À ce jour, la Maison de la Gare a accueilli 567 enfants en situation de vulnérabilité à Saint-Louis et les cas de maltraitance avérés sont référés au service de l'AEMO. Selon les responsables de la Maison de la Gare, leur objectif est de contribuer efficacement au retrait des enfants de la rue et à la lutte pour l'éradication de la traite faite aux enfants. Des exemples comme la Maison de la Gare, quelqu'un qui prend sur lui de recevoir des enfants, de penser leurs plaies, de trouver des solutions à leurs inquiétudes.
Est-ce un exemple qu'on devrait pouvoir retrouver partout au Sénégal? Un exemple à ne pas multiplier. Un exemple à ne pas multiplier. Oui, parce que la place de l'enfant, c'est dans sa famille. Ce sont les premiers responsables qui doivent pouvoir s'en occuper. Et ce que l'enfant perd en étant à la maison de la gare, il ne peut pas le retrouver, toute l'affection et la protection parentale. Vous savez ce que ça signifie. Mais malheureusement, il y a une faillite quelque part du système qui fait que ces enfants se retrouvent dans la rue. Les familles, il y a des ruptures familiales au sein des familles pour plusieurs raisons. Soit il y a un excès de violence entre parents ou vis-à-vis de l'enfant qui est négligé, le parent n'est pas là. Ce fait que l'enfant se retrouve dans la rue, ou il se retrouve dans la rue exploité dans des situations de pire forme de travail ou de mendicité, etc. Et une maison comme celle de Saint-Louis, la maison de la gare, travaille à les récupérer, à les réhabiliter, dans leur dignité. On termine ce magazine d'information avec Dakar, capitale du Sénégal, un Sénégal en miniature qui enregistre aussi son lot de situations et de faits qui impliquent les enfants. Les droits des enfants, ils sont bafoués comme partout au Sénégal. À Guédiawaye, on a une autre maison qui est la Maison Rose qui accueille différents cas. On va suivre ce reportage qui a été réalisé par Aïssatou Diop Tall et on revient pour nous dire au revoir, Monsieur Yves-Olivier Kassoka. La violence scolaire est très souvent constatée dans nos jours dans certains établissements du pays, mais c'est plus fréquent au niveau des lieux soi-disant d'ara. Ici, à la Maison Rose de Guédiawaye, en plus des enfants abandonnés, ceux qui ont perdu leur famille, entre autres, reçoivent très souvent des enfants victimes de violences scolaires. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans la Maison Rose, comme à Yakarougounei, vous allez voir que nous sommes le reflet de tout ce que l'État ou la nation subit comme travers par rapport aux politiques. Pourquoi? Parce que je veux dire par là qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont issus de grossesses non désirées, des enfants qui sont dont les parents n'en veulent plus et ils veulent faire une adoption, mais l'adoption étant longue, ils les abandonnent. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a toute catégorie d'enfants qui sont là, toutes les catégories qui sont là, pourquoi? Parce que simplement les parents n'en veulent pas souvent. Il y a des cas de violence scolaire qui nous sont référés. Les enfants qui pâtissent le plus ont été l'objet de maltraitance, mais aussi à partir des écoles, à partir des espaces d'accueil où ils doivent évoluer pour une socialisation. Ils se sont fondus tous dans la masse, difficile de reconnaître qui et qui vient d'où, mais lui, il a attiré notre attention dès notre arrivée. Samba Baldé, âgé de 15 ans, est très amoureux du ballon rond. Il le manipule comme il le sent. D'ailleurs, il a toujours son numéro 7, ce qui a une grande signification en football professionnel. Malheureusement, le petit Peul n'est pour le moment qu'un fugitif dans Dara. On m'a une fois frappé d'une manière atroce. D'ailleurs, c'était un monsieur qui m'a soigné. On m'avait blessé sur le dos et à l'épaule. C'est mon père qui voulait que je vienne au Sénégal pour apprendre dans un dara. Au moment où je devais boucler mes études, j'ai dit au marabout que je voulais rentrer chez mes parents car je ne pouvais plus supporter la souffrance et le maître coranique a refusé et devenait de plus en plus méchant. Et je lui ai fait savoir que s'il ne me laisse pas partir, je vais fuir, je ne veux plus aller quémander. Un jour, en allant demander de l'aumône avec les autres camarades, j'ai fui et depuis je suis là à Kër Khaleyi. Je leur ai tout expliqué, je veux juste rentrer car cela fait 1 an que je suis dans cet endroit. Pourtant, l'enfant n'est pas d'origine sénégalaise, mais plutôt bissau-guinéenne. Il a fui son dara pour pouvoir avoir une vie tranquille, aller à l'école ou même apprendre un métier. Si tu pars tôt le matin, en revenant le soir, tu dois apporter de l'argent. Au cas contraire, ils demandent aux autres de te prendre par 4 pour te bastonner. Je veux apprendre au moins un métier et j'en suis sûr, si mes parents savaient ça, ils ne m'auraient jamais envoyé dans cet enfer. C'est pas normal. Pour zéro violence scolaire dans les établissements du Sénégal, l'État et certains démembrements de l'Organisation des Nations Unies ont mis en place certaines structures pour la bonne cause. Je pense pour le ministère de l'Éducation, maintenant, il s'agit de mettre en place un dispositif
pour non seulement prendre en charge, mais surtout prévenir les violences en milieu scolaire. Il y a les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire option vie scolaire qui ont à charge aussi la gestion des violences en milieu scolaire. Accompagnement de certaines organisations du système des Nations Unies, il y a donc des actions qui sont en train d'être menées. Le ministère commence à s'investir au niveau des daara. Donc le dispositif devrait être le même. Maison Rose et Kër Gounéyi de Guédiawaye, comme à l'image des autres centres d'accueil, reçoivent toute tranche d'âge. Des femmes abandonnées par leur famille ou conjoints, des enfants rampant sur l'escalier de l'innocence, tous se retrouvent ici, espérant qu'ils vont un jour regagner leur domicile respectif. Objectif principal de l'UNICEF. Que dire de la volonté finalement après avoir fait un zoom sur la situation des enfants dans différentes régions du Sénégal avec des différents sujets que vous avez commentés avec nous, M. Yves-Olivier Kassoka? Ce que je dois dire, c'est que j'ai un pincement au cœur parce que très tôt, le Sénégal a ratifié cette convention relative aux droits de l'enfant. Et certes, il y a des avancées qui sont faites en termes de mise en place de dispositifs légaux au plan national et de mesures institutionnelles. Mais le Sénégal souffre de l'application effective de ces dispositions-là. Encore que dans les politiques et programmes, il y a un déséquilibre entre le milieu urbain et le milieu rural. Et dans ces régions périphériques, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il y a la situation de pauvreté qui n'explique pas qu'on expose les enfants, qui font que les familles sont occupées à chercher la dépense quotidienne et des mécanismes locaux, des mécanismes institutionnels et formels de prise en charge de l'enfant sont faibles, inopérants, inexistants. Là où ils existent, ils tournent autour de 2 personnes, 1 personne. Donc il y a tout ça qui fait que nous appelons à ces différentes autorités responsables. Parce que le Sénégal a l'avantage d'avoir une stratégie nationale de protection de l'enfant avec un plan d'action, avec des actions majeures à mettre en œuvre. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que cela se réalise. Pour que tous les enfants, où qu'ils se trouvent, quel que soit leur statut, leur situation, ils voient leurs droits réalisés. Merci beaucoup, Monsieur Yves-Olivier Kassoka. Vous êtes spécialiste protection de l'enfance à l'UNICEF et vous étiez avec nous pour décrypter justement toute cette situation des enfants en cette journée mondiale de l'enfance qui est célébrée ce 20 novembre 2017 au Sénégal. Et le thème, c'est les enfants s'installent dans les médias. Les enfants s'y sont installés et vous allez le suivre dans tous les programmes de la 2STV. Merci d'avoir suivi votre magazine d'information consacré à l'UNICEF, consacré aux enfants du Sénégal. Merci. On se dit à très bientôt sur la 2STV et excellente suite des programmes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.